vous savez, les réformes ont toujours la peau dure. Les réformes ont la peau dure. Avant que ça n'entre dans les habitudes, ça prend du temps. Mais c'est qu'il y a un test, il faut respecter le test, il faut respecter la loi. Donc 3 mois. Mais quand vous voulez louer et qu'on vous dit 6 mois, 9 mois, alors que les tests sont là, mais vous pouvez comment on l'appelle, porter plainte. Bien sûr, naturellement, quand vous voulez. Non, bien sûr. Porter plainte contre celui-là qui a construit sa propre maison. Oui, non, bien sûr. Est-ce que vous voyez un peu comment les matériaux de construction sont très très chers actuellement? Le propriétaire fixe le prix. Oui. Mais la caution, il faut réglementer ça, c'est tout. Il faut réglementer ça. Mais c'est tout. Ah oui, il ne demande pas au propriétaire. C'est une affaire le plus 10 ans. Le plus 10 ans est là, je ne peux pas quand même. Je suis dans le besoin. Le plus 10 ans même tombe sur le coup de la loi. Il tombe sur le coup de la loi parce que c'est fixé à 3 mois. Ah oui, alors, dans la mesure où l'offre est inférieure à la demande. Il peut y avoir une négoce tacite entre le propriétaire et le bailleur. Oui. C'est-à-dire que, bon, c'est 3 mois, même on peut nous attendre sur un an. Je peux vous donner 1 an. Ça, c'est taxi, c'est entre eux. Entre eux. Mais officiellement, sur les documents. Officiellement, il peut mettre 3 mois pour ne pas être sous le coup de la loi. Ça peut se faire. Mais dire qu'il y a la loi, mais moi, je vais m'imposer. Je vais imposer ma dictature parce que c'est moi qui ai construit. Non, nous sommes dans un pays, nous ne sommes pas dans une... Donc, il faut une certaine réglementation. C'est pour permettre aux gens de pouvoir avoir leur logement. Mais au même moment, ça ne s'arrête pas là. Il faut que les logements sociaux, nous ayons accès aux logements sociaux. Voilà. Ça, c'est ce que l'État doit faire. Les logements sociaux, s'il y a des logements en Côte d'Ivoire, il en existe tellement. S'il y a des logements sociaux dont les prix sont bas par rapport aux trucs privés, au train de vie non, pas par rapport aux trucs privés, mais les gens les propriétaires vont aussi diminuer. Ils savent qu'il y a des logements sociaux. Logements sociaux, 10 millions. Non, ça, ce n'est pas des logements sociaux. Ah oui, mais ce sont des logements sociaux qu'on nous dit. Non. 10 millions, 18 millions, 21 millions. C'est justement de vouloir venir à ça. Non, ça, c'est, il ne faut pas en parler. 10 millions qui peut. Quel démuni. Je trouve 10 millions, je peux aller acheter un demi-lot. Quel démuni. Construire quel pauvre, quel citoyen togolais peut avoir 10 millions. Ce n'est pas tout le monde qui a 10 millions, peut avoir 18 millions. Donc, ça, c'est des logements. Finalement, c'est quel type de logement? Non, c'est des logements des bourgeois. C'est des logements, c'est pas des logements sociaux. Il faut aussi reconnaître que il faut d'abord aujourd'hui, pour régler le problème, il faut monter aussi le SMIC. Il faut revoir le SMIC. Et relever le SMIC et voir même organiser qui est l'augmentation au niveau des salaires. Il faut remonter le SMIC aujourd'hui. La vie est chère. Parce que celui qui... imaginez-vous, quand vous prenez dans les entreprises de la zone, par exemple, où les gens sont juste à 35 000. Les gens sont juste à 35 000, ou en dessous même de 35 000. Alors, ils peuvent avoir quel logement? Quelle chambre? Alors, comment rassembler de l'argent pour payer la caution à 1 an? 1 an, s'il faut s'en tenir à ce qui se fait actuellement. 1 an. Il va trouver de la caution où? Et comment il va pouvoir payer chaque mois si on est en dessous de 35 000 francs. Donc voilà un peu ce qu'on doit faire. Il ne suffit pas au gouvernement de réglementer, il ne suffit pas au gouvernement de réglementer. Oui, mais il doit prendre des dispositions, des mesures. Oui, bien sûr. Des mesures pour faciliter le logement aux Togolais. C'est ça. Si ça reste seulement à la réglementation, je crois que... Oui, parlant des logements sociaux, parce que est-ce que le Togo dispose encore des espaces pour pouvoir ériger ou construire ces logements sociaux? Oh, des espaces, il doit en avoir. L'État, il doit en avoir. Même s'il faut aller le faire ailleurs. Pour Lomé, c'est fini. Oui, Lomé, c'est presque fini. Donc, on peut le faire en allant vers Djagblé et autres, dans ces zones-là où il y a encore de terrain, d'espace disponible. Et si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a des bradages du domaine... des réserves administratives. Des réserves. Il y a eu des bradages. Et la faute à qui? Aux collectivités? La faute d'abord... À la nonchalance aux collectivités. Oui, bien sûr. Comment on peut imaginer qu'il y a une réserve administrative qui n'est pas immatriculée, qui n'est pas immatriculée pendant des années. Il n'y a même pas des indications pour signaler aux populations que c'est pour l'État. Que Joachim, imagine, quelqu'un vient, il commence, il apporte du sable, du ciment, il a fait des briques, la fondation, jusqu'à construire, jusqu'à y habiter, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans, sur une réserve, et que c'est 10 ans après que l'État se lève pour aller, démolir. 10 ans.
on habite une réserve de l'État. 10 ans, vous étiez où? Les services sont où? Les services sont où? Quand on pose, même le jour même on pose le sable là, les services cadastraux, les services domaniaux doivent être informés et arrêtés. Normalement. Oui, mais encore faudrait-il que l'État sache quand même que telle partie constitue une réserve de l'État. Et que l'État immatricule ça et mettre des dispositions pratiques. Quand vous voyez en même temps là, vous ne pouvez pas apporter même vous-même du sable. Parce que vous voyez déjà que c'est une réserve. Vous ne pouvez pas. Oui, mais l'autre problème qui se pose avec acuité. Et c'est qu'il y a complicité au sein des services. Avec les collectivités. Vous pouvez imaginer qu'on reconnaisse qu'il y a des cachets. Des cachets des services domaniaux sur une réserve. Et puis après on dit que ça c'est une réserve. Vous voyez les cachets. Alors, le bon cachet. Autrement dit, eux-mêmes, ils ont autorisé l'occupation de cet espace. Qui appartient à l'État. Qui appartient à l'État. Et finalement, c'est après, la personne vous brandit. Voilà, j'ai les 3 tampons, au moins. J'ai les 3 tampons. C'est moi qui ai signé. Alors, quand on accorde de crédit, on accorde la viabilité, une certaine crédibilité au plan. Donc, ce qui veut dire qu'au sein de l'administration, il y a des gens qui sont complices. Il y a des gens qui sont complices. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est possible à l'État de pouvoir les extirper un jour, les démasquer et puis, bon, les sanctionner? Oui, maintenant, je crois que c'est pourquoi, d'ailleurs, c'est la raison de la décentralisation. Oui. Maintenant, c'est les services municipaux. Hein, nous avons les commissions domaniales. Donc, c'est ces commissions-là qui s'occupent aujourd'hui. Et il nous revient à chaque mairie, à chaque commune, de pouvoir immatriculer, sécuriser chaque réserve administrative émanant de relevant de son territoire. Invité Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Alors, Pasteur Edo Komi, on parlait tout à l'heure de logement et de beaux d'habitation, disons la décision que le gouvernement a prise la dernière fois en Conseil des ministres de réglementer le secteur. Cependant, nous avions évoqué aussi la question des terrains. Mais un phénomène se passe, un phénomène est en train d'envahir le Togo. C'est que les Togolais sont en train de céder leurs propriétés terriennes à des expatriés. Finalement, est-ce que si le gouvernement n'est pas très regardant, ne veille pas au grain, est-ce que très bientôt les Togolais ne seront pas étrangers chez eux-mêmes? Alors, sur ce sujet, nous venons de le sauf si je ne suis pas en train de faire une très bonne lecture. Hein. Non. Sur ce sujet, le mouvement Martin Luther King vient de faire une publication, justement. Un communiqué pour dire, bientôt les Togolais seront étrangers chez eux. Ah. Bientôt, nous serons des étrangers chez nous, étant donné que nos terres sont vendues aux expatriés. Et cette alerte-là, c'est un peu partout. Vous allez à Palimé, vous allez à V, vous allez à Zio, vous allez dans Yoto. Ces étrangers-là investissent, donc font de lourds investissements dans le secteur. Et ont acquis des hectares, des milliers d'hectares de terre. Oui. Et demain, déjà à partir d'aujourd'hui, ils sont des propriétaires. Et demain, les générations présentes, même et futures, ce qui se passe, ils achètent les domaines. Oui. Mais quand même, ils laissent toujours le soin aux habitants ou aux occupants des lieux d'exploiter, de continuer par exploiter le coin. Oui, mais ils sont propriétaires. Ils peuvent se lever un jour pour dire stop. Ah bon? Mais est-ce que les terres n'appartiennent plus aux propriétaires? Aux autochtones? Parce qu'ils les ont achetés à un moment donné. Ils ont des papiers sur ça, donc c'est pour eux. Et demain, ils ne sont que des comment on l'appelle, des occupants temporaires. Comment on les appelle? Ce sont des métayers. Des métayers. Ils sont des métayers. Aujourd'hui, nos populations, la plupart, ils sont des métayers. Sur leur propre terre. Bien sûr, ils cultivent, il y a des mangues, il y a des agrumes, il y a tout ça là. Et une partie, ils prennent une partie va à ces expatriés. Alors que selon le code domanial, le code domanial, et comment on l'appelle, le code foncier, ben, il y a des dispositions spéciales. Avant que les étrangers n'aient droit à la terre, il faut que ça soit un décret. Il faut que ça soit le chef de l'État qui prend un décret. Aujourd'hui, partout, nous ne sommes pas loin d'être xénophobes parce que le Togo est une terre d'accueil et d'hospitalité. Bien sûr, oui, mais
Mais finalement, les gens ont profité de cette faveur, de cette hospitalité, pour nous posséder. Ils nous possèdent, ils disent rien d'être xénophobes. Si on ne prend pas garde, l'État togolais ne prend pas garde, d'ailleurs, il revient au préfet, au maire, aux autorités traditionnelles. Oui. Les chefs traditionnels. D'être mis en contribution. Oui, mais des fois, il y a même des domaines ou bien les lieux d'habitation de certains chefs traditionnels qui se retrouvent dans l'espace acheté par ces expatriés. On en a vu. Ah ben, c'est ça. Mais c'est ça la situation. Donc je dis que c'est un danger qui nous guette. Non. C'est un danger qui nous guette, oui. Oui, mais comment régler ce problème si on ne va pas à la source? Qu'est-ce qui pousse les citoyens togolais à vendre ou bien à liquider ou à brader leurs propriétés terriennes? Ce n'est pas la pauvreté? Oui, ben, c'est la pauvreté, mais on dit chez nous, ne toi ou non pas tard. Alors, le second, oui. Ne toi ou non pas tard. En temps de famine, on ne mange pas tout. Ouais. Je me rappelle, en 1977, on avait mangé un manioc, ganavé, tu sais, un manioc. Oui, à l'époque. Quand vous consommez ça, vous risquez d'avoir des maux de tête. Vous risquez d'avoir des maux. Et ça, on l'accompagne de l'huile rouge. Et puis bon, ça, on consomme. On consomme, je sais. Et les gens n'étaient pas morts. Ça, c'est en 77, je me rappelle. Oui. Mais même la grande famille de 81 aussi, tout ça là. Bon, donc c'est dire quand même que les gens doivent faire excessivement attention pour ne pas vendre leur terre aux étrangers qui deviendront des propriétaires et du coup, nous allons devenir des étrangers chez nous. Qui doit maintenant réglementer ce domaine? Qui? Comme on le dit, je crois que l'État togolais d'entrée doit s'imposer. Finalement, l'État est flexible et fait usage de laxisme. Pour alerter les autorités à la base. Comme je le dis, les maires, le préfet, les autorités, même pourquoi pas envoyer des coups aux gens pour dire que voilà ce que dit la loi. Alors, et que désormais, si quelqu'un vient pour acheter, un étranger vient acheter de trucs, il faut que vous alertez les autorités pour qu'une disposition soit prise. Mais si tel n'est pas le cas... Mais passer les deux commis. Une chose que nous constations, c'est qu'au temps de fait général et Adema, il n'y avait pas ces problèmes de terrain ici et là. Pourquoi, avec l'arrivée du chef de l'État, Fogna Simbe au pouvoir, le problème est récurrent et ça envahit presque dans toutes les collectivités. Avec Yadema, il y avait quand même, qu'on le veut pas, il y avait une certaine rigueur dans la gestion des choses. Il y avait une certaine rigueur. Étant surtout le problème de chefferie et le problème de terre. Le problème foncier. Mais aujourd'hui, je crois que avec la modernisation et que avec tout ce que nous voyons aujourd'hui comme des préjugés par rapport on dirait au droit que chacun, nous sommes dans l'espace lui moi, mais nous sommes dans l'espace, nous sommes au niveau de la CEDEAO, mais il n'y a aucun texte qui dit que chaque pays doit préserver son patrimoine immobilier, doit préserver son domaine. Et je ne pense pas que le Togo va être le seul pays qui soit ouvert jusqu'à ce que les étrangers deviennent des propriétaires de terres et puis occupent la plus grande partie de nos domaines. C'est un danger. Donc je crois qu'il va revenir maintenant aux autorités à la base. Je le dis encore aux maires, préfets, aux chefs traditionnels, puisque quand on achète un terrain, il faut aller d'abord chez le chef traditionnel. Voilà. Il faut aller chez le maire, il faut aller au niveau de la préfecture. Donc je crois tout ça là. Je crois que c'est toute une chaîne. Et la défense, c'est au niveau de toute la chaîne. Voilà. Et surtout quand on vient, vous savez, quand les gens viennent, les gens peuvent en vous tend quelques boissons, de l'argent, tout ça là. Donc les gens perdent le contrôle. Oui, parce qu'ils ils ne voient pas ces montants tous les jours. Bien sûr. On vient, on te donne 2 billets craquants, bien 5 billets craquants. Peut-être qu'en signant un papier, de 5 000. Un papier, vous avez 100 000, 200 000 que vous n'aviez pas. Oui. Vous n'avez pas. Donc, du coup. Mais au village, pour avoir 100 000 francs, il faut voir combien de palmiers il faut vendre. Donc, du coup, les gens cèdent facilement. Les gens cèdent facilement devant des preuves faciles et c'est fait. Et quand les papiers sont faits. Est-ce que c'est un problème propre au Togo ou bien dans les autres pays de l'espace? Non, de toute façon, je parle de mon pays. Je parle de mon pays. Voilà. Les réglementations juridiques. Quand même, la Covid-19 s'est invitée dans le débat. Oui. Et aujourd'hui, en tout cas, depuis le mois de mars, les chefs d'État ont pensé harmoniser les tarifs pour les tests PCR. Vous aviez sorti
un communiqué il y a quelques jours pour demander à l'État togolais de prendre ses responsabilités. Oui, justement, depuis le 25 mars dernier, les chefs d'État de l'UEMOA, lors d'une vidéoconférence, ont décidé d'harmoniser le coût des tests à Covid-19 dans les 8 pays de l'UEMOA, et donc à compter de début mai. Donc, nous sommes en contact avec certains de nos collègues de la société civile, donc au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, c'est déjà fait. C'est déjà réglementé. Donc, par voie aérienne, donc le test est arrêté à 25 000 et par voie terrestre, c'est 5 000 francs. Donc, c'est déjà arrêté dans les trois pays. Donc, il reste le Togo et les autres pays qui n'ont pas encore... Et vous demandez à l'État togolais? Non, on ne demande pas seulement à l'État togolais, à tous les autres pays, dont le Togo, de pouvoir rapidement appliquer cette décision, parce que c'est pour l'espace UEMOA. Et comme vous parlez de l'espace UEMOA, Patrice Talon du Bénin, il n'est pas d'accord. Il dit quand même que certains chefs d'État des pays voisins avaient voulu déstabiliser son Bénin. Non, je crois que c'est... Vous avez écouté le ministre. C'est lui qui a apprécié la situation qui se passe dans ce pays. Et il a dit, donc certainement, il a des preuves à le dire, mais il n'a pas cité un pays. Il n'a cité aucun pays, il dit les pays voisins. Bon, donc, il reviendra. En déclarant même que Mme Rekia Madougou était rentrée au pays avec des valises, des mallettes pleines d'argent. Non, je crois qu'en le déclarant, c'est que lui, il a des preuves. Des preuves que, par exemple, moi qui suis sur ce plateau, je n'en ai pas. Bon, donc lui, il en a. Et c'est à lui de brandir. Mais est-ce que les populations du Togo et du Bénin ont besoin de ces genres de problèmes diplomatiques? C'est des peuples frères, comme les peuples burkinabés et ghanéens, c'est des peuples frères, et qui ont besoin quand même d'une diplomatie très active pour permettre aux deux pays de rester dans l'amitié et la fraternité. Mais vous savez, des considérations politiques étant ce qu'elle est, donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Personne ne le souhaite, tout peut arriver. Donc, mais vivement, il faudrait que les chefs d'État, le président Faure et le président Talon, se retrouvent pour essayer rapidement de taire cette hache d'enterrer cette hache de guerre. Oui, non seulement avec lui, mais comme il parle de tous les pays, des pays voisins, donc je crois que... Le Nigeria à côté, le Bénin, le Togo, donc, voilà. etc. Il faut le faire pour harmoniser les points de vue sur la gestion de chacun de... Dumont Auré est donc dans son 13e jour en détention au Skriker. C'est une situation qui embarrasse. Dumont Auré était un ancien ministre. Je crois que quoi qu'on lui reproche, la manière, la méthode de son arrestation, c'est ce que nous déplorons tout le temps. Il faut, quand on estime que quelqu'un, là, il est présumé innocent, donc il y a de la manière pour pouvoir l'interpeller. D'abord, c'est ne pas d'aller fouiller, d'aller brutaliser. Il a fait une déclaration. Sur un média. Est-ce que c'est ça qui prouve que chez lui, il y a des choses qu'il faut aller chercher chez lui à la maison? Il a fait une déclaration. Est-ce qu'il a annoncé une guerre? Non. Est-ce qu'il a annoncé une rébellion? Pour qu'on aille chercher, fouiller... Il parle plutôt de transition pacifique. Oui, puis il parle de transition pacifique. Et tout cela mérite qu'on aille... Donc la méthode, d'abord, dès que la méthode est viciée, toute la procédure, la procédure est viciée. Donc la manière dont on l'a appréhendé n'était pas le plus commode. Non, ce n'était pas le plus commode. Il fallait convoquer. Il fallait le convoquer s'il refuse une, deux fois. Et puis on peut aller le chercher. Mais le fait d'aller dans sa maison, comme d'habitude, fouiller avec une force, des énergies hors du commun. Donc je crois quand même que ça... Oui, mais à écouter le ministre Aïwa Dan et les ministres Aïwa Dan et Bara tout à l'heure, ils estimaient qu'il y a une limite. Il y a le fond, il y a le fond et la forme. Ouais. Il y a le fond et la forme. Mais politiquement parlant, est-ce qu'on a besoin encore de ces histoires de tel opposant en prison parce que... Non, je crois qu'on aurait pu convoquer le ministre Dumont dit, mais les propos que vous avez tenus sont déplacés. Oui. La prochaine fois... Ne répétez plus. La prochaine fois. Sinon, la prochaine fois... Oui, bien sûr. C'est très commode. C'est très diplomatique. Donc, on pouvait le mettre en garde. Oui, bien sûr. Pour dire ce que vous avez tenu, les propos, voilà. Vous avez comparé le Togo. Là, il y a eu le Rwanda. Oui, mais... Il y a eu quelque chose. Bon, vous avez, depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, il y a eu tellement de trucs plus qu'au Rwanda. Bon, est-ce que vous avez les preuves, vous avez les chiffres avec vous? Et tenez-en. Prochaine fois, si vous le dites encore, et puis on le met en garde, on le laisse partir. Voilà. Comme ça, nous allons... On est plus gentleman. On allait l'acclamer. Mais le fait de le prendre et de le mettre comme ça, c'est ça souvent qui dérange. Il faut quand même avertir les gens. Oui, il faut avertir les gens. Pourquoi il y a avertissement? Il faut avertir. On avertit, on le met en garde,
Et la prochaine fois, s'il déraille, s'il dit encore quelque chose, c'est vrai que la liberté a de limites, la liberté d'opinion a des limites, mais je crois quand même que ce n'est pas la prison. La prison n'est pas la solution. La détention n'est pas la solution. La détention donc, détenu Djimoré n'est pas forcément la solution par rapport aux propos tenus. Non, ce n'est pas forcément ça. Eh bien, quelle autre solution préconisez-vous? Moi, je l'ai déjà dit. Il faut qu'on le mette en garde, il faut qu'on l'avertisse et qu'on le libère, qu'on le laisse rentrer chez lui. C'est tout. Oui, mais Monseigneur Podro et son dauphin, bon, disons son assistant, eux, ils ont plutôt... ils sont partis, on les a exfiltrés selon la DMK vers Stockholm. Oui, bon, quand on parle... Pélé a une question à vous poser. Pélé, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, pasteur, comment allez-vous, Pélé? Oui, pasteur, bonjour. Oui, bonjour, Pélé. Oui. D'abord, il faut que le Togolais invite le chef de l'État que dans son territoire, il y a la libération et l'amnistie générale. Moi, je ne veux pas dévier le débat, mais ce qui me préoccupe aujourd'hui, monsieur Pasteur Do, j'aimerais que vous tirez l'attention sur ce qui se passe à la Sénat, là-bas. Quels sont les critères qui ont choisi les gens qui sont là-bas? Est-ce que pourquoi vous ne vous pas invité? Pourquoi vous êtes hors de cette... On a dit entre acteurs politiques. Entre acteurs politiques. Oui. Donc c'est tous les politiciens qui sont là-bas. La société civile n'est pas invitée. Ok. Donc, tout ce qui se passe là-bas, on dit des travaux à huis clos. Je ne sais pas ce qu'on fait à huis clos là-bas, est-ce que le peuple va continuer? Quand on faisait avant le CPDC renouveler tout ça là, à chacun ayant son public des résultats. Oui. Est-ce que tout ce qui se passe là-bas va se verser à l'Assemblée ou bien on va consommer directement? Merci. Merci, Pélé. 92 02 80 63 92 02 80 63 pour participer donc au débat en direct sur votre radio et Pasteur Edo comme dispo à vous répondre. Oui. Alors, Pasteur l'auditeur en ligne, allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est le David. David. Je veux participer à l'émission. Vous êtes en direct et votre question à notre invité. Je veux participer. Allô? Allô? Oui, vous nous entendez? Bonjour, monsieur Gagin. Oui? Bonjour. Bonjour, David. Je veux participer à l'émission. Vous êtes en direct? Oui, je veux prononcer sur le nouveau code qu'on a fait au second là. Oui. Qui donc fait allusion si quelqu'un a occupé une terre, donc après 30 ans, ça le revient. Cette loi n'est pas la bienvenue. Monsieur Edo, s'il vous plaît, vous êtes dans la société civile. Vous m'entendez, monsieur Edo, s'il vous plaît, vous êtes dans la société civile. Si quelqu'un a occupé une terre chez vous, là-bas, pendant 30 ans, et la terre lui revient, alors, c'est bon. C'est pas bon. Oui. C'est pas bon. D'accord. Non, bon, c'est pas bon. C'est pas la bienvenue. Merci beaucoup, David, et très bonne journée. 92 02 80 63 pour participer donc à l'émission et nous allons recevoir le dernier intervenant. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comoni. Ah oui, c'est monsieur Komi. Oui. Oui. Je le salue et je lui rappelle sa course au regroupement de la lutte contre le roi. Donc, c'est un bonjour à lui. D'accord. D'accord. Maintenant, pour la question, Oui. à ce niveau, nous assistons à grave. Nous assistons à la cherté de la vie. Oui. Quand vous allez au marché, la dernière fois, j'ai donné ce que j'ai l'habitude de donner, mais comme j'avais accompagné madame, j'ai su que ça ne va pas. Au niveau de la société civile, comment faire pour que les frais de péage qui sont revenus soient repartis? Et en secondo, la télécommunication. Tout vous. Oh là là.
Il est parti, bon, il a évoqué Togo Télécom ou la télécommunication. Est-ce que la vie est encore... La communication est encore chère au Togo? Nous ne cessons de le dire. La vie est très chère et les prix des produits de première nécessité augmentent au jour le jour. Et depuis l'apparition de Covid-19, on n'assiste qu'à la cherté de la vie. Le gari aujourd'hui est à 1200 francs. Voilà, le bol de haricots, c'est 2000 francs. Et vous voyez, le bol de maïs, c'est 650. Et ça, c'est des produits de première nécessité. Le riz, très cher. N'en parlons pas. L'huile également. N'en parlons pas. Le maïs est déjà à 700. Quand vous allez, par exemple, au niveau des fers, de béton, la plomberie, tout ça, là, vous allez... c'est excessivement, l'augmentation est excessive. Donc, à la barre de fer de 12 vendue à 1200 quelque chose est aujourd'hui à 2500. Doublé. Quand vous prenez le fer à béton, la tonne était à 435 000, aujourd'hui est à 510 000. Soit un écart de 115 000. C'est ça le prix aujourd'hui. C'est ça les prix que nous avons. Mais finalement, est-ce que ça dit que c'est la Covid qui a... quel est l'impact ou le rapport qui contrôle, et surtout avec l'augmentation des frais de péage. Et avec la TVM, les taxes sur les véhicules à moteur, donc tout ça là, ça plombe. Alors, ça plombe les Togolais. Je vous pose la question. Oui. Finalement, où est-ce que les populations trouvent ou gagnent de l'argent et qu'on les assujettissent à tout, ou bien les contraignent, les astreignent à toutes ces impositions? Pourtant, la période là, c'est la période la plus difficile. Oui. Où les acquisitions sont presque au ralenti. Où les acquisitions sont presque au ralenti avec Covid-19. Donc les gens efforcent de pouvoir vivre. Mais avec cette cherté, que les gens, au gré des marchands, des commerçants et des commerçantes et autres, le gouvernement se tait. Non, personne ne contrôle plus le même prix au ministère du Commerce, il y a un service de contrôle des prix. C'est où? On fait des descentes inopinées des fois pour dire que... Bon, mais ça s'arrête. Ça s'arrête. Et les prix augmentent au jour le jour. Donc le ministre du Commerce... Mais jusqu'à quand? Le ministre du Commerce, le premier ministre, je crois qu'ils sont interpellés. Sinon, la vie devient de plus en plus chère. Et la faim. Aujourd'hui, ce qui peut tuer les gens... Ce n'est pas Covid-19 parce qu'on sait déjà que Covid, les gens se protègent. Les gens ne peuvent pas se protéger contre la faim. Les gens se protègent contre Covid-19. On peut se protéger contre la faim. Oh, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Quand vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Vous pouvez mourir de faim. Les gens peuvent mourir de faim. Et le ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors, pasteur Edo Komi, vous avez milité, voilà, Claude Leroy est parti. Claude Leroy, je crois quand même que, je me rappelle encore le 6 avril 2019, quand on était sur le stade de Lomé, pour la manifestation où on a humé le gaz, où on nous a dispersés, c'était pour demander le départ de Claude Leroy. Aujourd'hui, il est parti. Que celui qui va venir puisse remonter le niveau du football togolais et que l'encadrement soit efficace pour permettre aux éperviers de décoller. Et les Togolais invitent le chef de l'État à être beaucoup plus regardant, sinon ce n'est pas bon la situation qui stipule que si un occupant est là pendant... Non, je crois que quand quelqu'un est sur un terrain, il ne peut pas être sur un terrain qui ne lui est pas pendant 30 ans si le propriétaire ne réagit. Voilà. On ne peut pas être sur un terrain pendant 30 ans et que le vrai propriétaire ne réagit. Donc 30 ans, je crois que si vous laissez quelqu'un agir, c'est parce qu'il a un droit de propriété et il est là. Et la loi l'a prévu. Et la loi l'a prévu. Oui, mais le chef de l'État est interpellé. Mais il est interpellé. Et tout ce que je peux finir, c'est que l'Afrique a son destin en main. Les chefs d'État occidentaux sont élus pour leur pays respectif. C'est à nous, en tant qu'Africains, de décider de notre destin par rapport à ce qui se passe dans les pays francophones, notamment le Tchad, le Niger. Merci. Merci, ça a été un plaisir. Voilà.